Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 13 de Nourris ta santé. Et aujourd'hui, nouvel épisode avec un petit invité. C'est Raise Your Shape. Et il s'appelle Johan. Salut Johan. Salut Raph. Écoute, aujourd'hui, on va parler de alimentation. On va parler surtout de alimentation liée à l'objectif physique, donc sèche, prise de masse. Et avant de vraiment commencer dans le sujet, je vais te laisser te présenter. Carrément. Bonjour à tous. Moi je m'appelle Johan. Sur Instagram c'est Raise Your Shape, donc élève ta forme. J'ai 23 ans, je suis éducateur sportif diplômé d'État et je suis, je pense comme tout le monde, tout l'auditoire justement qu'on peut avoir, un grand passionné de musculation, nutrition. Je suis coach en ligne et à côté, je suis également vendeur à Decathlon sur le fitness, musculation, nutrition du côté d'Angers. Donc voilà. Eh ben écoute, va nickel. Donc on va tout de suite commencer et puis let's go. T'es prêt? Allez, c'est parti. Nickel. Bon alors déjà comme d'habitude on va un petit peu se mettre dans le sujet. Donc le sujet aujourd'hui c'est alimentation, objectif physique. Et du coup la première question, donc c'est une question vraiment assez vaste mais c'est fait exprès pour qu'on puisse vraiment se mettre dedans. C'est comment est-ce qu'on peut savoir quel doit être notre objectif physique? Quand je dis ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut savoir si c'est mieux qu'on fasse plutôt une prise de masse ou plutôt une sèche? Alors, très bonne question. Moi, en fait, souvent, ce que je fais avec mes clients, en général, lors de coaching ou autre, ce soit même aussi bien à domicile, c'est justement de partir sur un objectif qui soit concret, réalisable et adapté. En fait, la plupart du temps, les gens ont une très mauvaise image d'eux. Que ce soit aussi bien d'un homme ou d'une femme, pour la plupart du temps, on a le cliché de la femme qui veut toujours perdre du poids, de l'homme qui veut toujours être en prise de masse. Et je pense que nous, en tant qu'éducateurs ou même en tant que personne justement professionnelle du milieu, on a ce regard un petit peu plus aiguisé et c'est à nous, je pense, de guider plutôt la personne, de l'aider tout simplement sur l'objectif en question et d'en expliquer tout simplement les raisons et les possibilités en fait que cela, enfin, tout simplement peut lui amener dans son bénéfice à cette personne-là. Toi, je sais pas trop comment tu fonctionnes, mais moi en tout cas, je fais souvent de cette manière-là, ouais. Ouais, c'est sûr, carrément. Et puis, en fait, c'est sûr que c'est pas toujours évident selon les personnes de un petit peu de savoir par elles-mêmes il faut faire quoi. Et du coup, c'est aussi ça l'avantage d'être accompagné. Et après, ce qui est important, voilà, c'est de connaître vraiment en fait les intentions au fond de la personne, de ce qu'elle veut, et de pouvoir les aligner en fait avec différentes données, on va dire plus réalistes, tu vois. Par Mhm. exemple, je te donne un exemple, il y a des gens, généralement, ils veulent perdre du poids, ils disent ouais, je veux perdre du poids, etc. Alors en fait, tu te rends compte quand tu lui demandes différentes caractéristiques que la personne, en fait, il faut pas, entre guillemets, qu'elle perde plus de poids, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est Donc, vrai, c'est vrai, c'est souvent des choses en fait que moi aussi je repère, ou même à défaut d'avoir une mauvaise image de soi en fait. Souvent le manque de confiance en soi, donc c'est quelque chose un peu qui se retrouve beaucoup. En fait, ternit l'image que la personne a d'elle-même. Il y en a, elles sont déjà très sèches, ou même des hommes qui sont déjà plutôt bien, enfin, du moins pas mal adaptés, qui n'ont pas trop de gras, qui au contraire ont déjà une belle masse musculaire. Ils pensent déjà, tu vois, à sécher et on oublie vraiment le côté, voilà, prendre de la masse musculaire, comme on entend tous, pareil encore malheureusement, prendre de la masse musculaire sèche, enfin ce genre de choses, faire des prises de masse propres ou autres, sans jamais vouloir manger plus ou du moins être en surplus calorique. Tu vois, ce type de choses, on le revoit encore beaucoup et c'est difficile pour des personnes qui sont désinformées de faire comprendre ça, en fait, de leur dire que c'est nécessaire de manger plus, de prendre un petit peu de gras pour construire de la masse musculaire. Et ça, c'est souvent quelque chose que moi, en tout cas, je revois assez régulièrement. ouais, il y a pas eu, enfin, je sais pas si c'est encore le cas, mais il y a eu pas mal la tendance du prise de masse sèche là, ou propre, comme on Mm, dit. Et exactement. ça, bon, voilà quoi. Ok, oui. C'est clair. Et du coup, on va rebondir sur une deuxième question, là, qui est un petit peu plus précise, c'est, selon toi, est-ce qu'il est dangereux, ouais, dangereux c'est vraiment le gros mot, mais est-ce qu'il est dangereux ou plutôt inutile de faire trop tôt ou même trop souvent des sèches? Alors, en fait, c'est pile dans le thème, j'ai envie de dire, parce que moi, je suis justement en sèche actuellement, et tu vois, ça fait 4 ans, un petit peu plus de 4 ans maintenant que je fais de la musculation, donc j'ai dû avoir peut-être sur les 4 ans, 1 an et demi, on va dire, où j'ai pas pu pratiquer réellement parce que j'ai eu des soucis de santé.
Mais voilà, au-delà de ça, j'ai vraiment pu pratiquer quand même assez assidûment depuis 4 ans. Et c'est ma première vraie sèche en 4 ans. Tu vois, donc, alors, je pense que le souci étant, c'est que pour beaucoup de personnes, donc dans un objectif, là, je parle dans un objectif d'hypertrophie, tu vois, de prendre de la masse musculaire et de sécher derrière pour voilà, se rendre compte des résultats. Je pense que c'est quelque chose où les gens ont du mal à prendre du recul et veulent trop tout de suite. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas prendre le temps de créer de la masse musculaire, et j'entends par là partir sur 1 an, 2 ans de prise de masse musculaire à proprement dite. Bien sûr, ça nécessite des phases de mini-cut. D'ailleurs, on pourra revenir sur le terme si c'est nécessaire. Mais voilà, je pense que moi, tu vois, par exemple, c'est ma première en 4 ans et j'en nécessitais pas justement le besoin. Mais d'ailleurs, petite anecdote par rapport à ça, j'écoute beaucoup, tu vois, un peu de tout, je suis un peu tout le monde. Il y a Jamcore DZ, pour ceux qui connaissent un petit peu, un ancien bodybuilder. Donc bon, je tiens à préciser, tout n'est pas bon à prendre dans ce qu'il dit. C'est un petit peu de la old school. Mais lui partait du principe que justement, lorsque tu voulais faire une sèche, il fallait au moins passer par 50 prises de masse. Donc tu vois, c'est quand même très, Ouais, et très. il y a aussi Rudy Koya qui dit ça, il me semble. Ouais, bah voilà, tu vois, Mm. ils se rejoignent beaucoup. C'est un peu la old school de ces gars-là. Et souvent, ils se rejoignent beaucoup sur ces principes-là, que les gens se laissent pas assez le temps de construire de la masse musculaire et ils enchaînent plutôt beaucoup les sèches et ne gagnent pas assez en termes C'est de masse, ça. quoi. Parce qu'en fait, le problème, on va dire là-dessus, c'est que les personnes ont tendance à faire des sèches beaucoup trop rapidement, parce que les sèches, c'est réellement ce qui permet, et là justement, là, c'est le mot-clé, aux autres de constater tes résultats, tu vois. Ouais, Parce qu'au au exactement. fond, la prise de masse, tu vois, tu te dis, voilà, tu sais que tu as pris, etc. Mais en fait, les autres s'en rendent beaucoup moins compte que si tu as fait une sèche derrière. Tu vois ce que je veux dire? Mm, Donc en fait, bon, on va dire, vu que malheureusement les gens sont trop axés sur le regard des autres, souvent les sèches ont tendance à être mises en avant beaucoup trop vite en fait. Et c'est pas forcément. Bah, du coup, justement, est-ce que selon toi, faire une sèche. Enfin, quels sont les désavantages en fait quand on fait une sèche trop rapidement? Ça crée quoi comme problème? Bah, je pense que sincèrement, tu vois, moi, pour être en plein dedans, ça fait un petit peu plus de 4 mois maintenant que je suis dedans, tu vois, donc ça fait déjà un petit moment. Moi, c'est purement dans un principe de sortir de ma zone de confort, de me tester, tu vois, de savoir justement ce que ça donne, ce que je peux réellement rendre en termes de sèche après maintenant, voilà, ces 4 années. Et je pense que les gens prennent peut-être pas assez de recul, en fait, sur leur physique. C'est-à-dire que en 4 ans, tu vois, moi, ce que je vois actuellement sur mes résultats, je me dis, c'est bien, tu vois, c'est propre ou autre. On a chacun une génétique, une morphologie, voilà, on l'entend tous, hein. Enfin, on connaît tous aussi la personne qui fait 3 quarts de biceps et qui a un tour de bras énorme. Et à défaut, voilà, enfin, on a tous ce type d'entourage. Je pense qu'il faut arrêter, même si c'est bien facile à dire comme ça, de prendre trop en compte justement le regard des gens ou autre par rapport à ça, parce que c'est vrai que, bah, notamment sur Instagram, qui reflète beaucoup ça, voilà, un corps justement, voilà, tu vois, très saillant, très veineux, etc. ou autre, être en sèche toute l'année, c'est invivable. Voilà, la sensation de faim, tu peux avoir après tout ça, tout ce qui est dérèglement métabolique. Donc voilà, ça, j'entends par là, tu vois, aussi bien intestinal, au niveau de la thyroïde, enfin, ça, tu sauras en tout cas mieux le détailler que moi, je pense, par la suite du podcast. Mais toutes ces choses-là, en fait, qui surviennent lors de la sèche, certes, tu as un physique de ouf que tu renvoies derrière sur les réseaux ou même que dans la vie en général. Mais derrière, faut, d'un point de vue santé ou autre, sur le long terme, c'est clairement pas optimisé. Enfin, c'est pas vivable, en fait, sur le long terme. Enfin, du moins, c'est mon avis. Et encore plus quand tu vas, entre guillemets, vraiment à l'extrême de ta sèche, quoi. C'est parce que descendre en dessous de 10% de body fat, voilà, ça commence à devenir Ouais, vraiment costaud, quoi, en termes c'est de ça. gestion de la sèche, quoi. Et puis en plus, tu vois, bon déjà, il y a des petits soucis au niveau du physique qui se créent si soit on l'a fait vraiment à un mauvais moment, c'est-à-dire peut-être trop tôt, ou si on l'a fait trop longtemps, ou tout simplement avec une mauvaise intensité. Il y a des Mhm. problèmes physiques qui se créent, mais aussi pas mal au niveau dans la tête, aussi des fatigues mentales, le fait d'être plus irritant. Il y a pas mal de choses aussi Exactement. qui se mettent en place si on gère mal la chose. Donc ouais, ça c'est quelque chose à prendre en compte. Ok. Tout à Euh, fait. alors maintenant, on va revenir un petit peu sur la prise de masse. Et du coup, on va partir sur quels seraient tes conseils pour prendre du poids, on va dire correctement, avec son alimentation. Donc des conseils en lien avec vraiment l'alimentation. Alors, moi, avec l'alimentation, lorsque quelqu'un veut faire une prise de masse
propre, à proprement dit. On va rester Ouais, ouais, dans le pour terme. rester compréhensible, ouais. Voilà, exactement. Le but, c'est tout simplement d'ajuster un certain surplus calorique. Donc, bien sûr, j'entends par là au préalable voilà, d'avoir calculé la maintenance de la personne, d'être sûr voilà, de ce qu'elle en est et de partir sur cette base-là avant d'entamer un certain surplus calorique. Souvent, il est donné en pourcentage. Moi, j'aime beaucoup ceux de la team 3DMJ, de Eric Helms et les travaux aussi de Mike Israetel. Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez aller voir. Hein, c'est des pépites au niveau de l'entraînement et de la nutrition aussi. Eux, ils fonctionnent beaucoup au niveau du surplus calorique en termes de pourcentage et en termes de niveau de pratique que tu peux avoir au niveau de la musculation. C'est-à-dire Ouais, qu'ils entendent par là 5, enfin, quand tu as entre débutant et intermédiaire, prendre, tu vois, jusqu'à 10-20% de surplus calorique et d'ajuster cette balance-là, en fait, tout simplement sur ta maintenance et de voir comment ça évolue. Moi, personnellement, mettons dans mes coachings, j'augmente en fait de justement en moyenne 10%. Je vois les premières semaines, en fait, je fais une moyenne de poids de corps. Quand la personne, ça ne gêne pas, je la fais peser tous les jours. En fait, je pars du principe que faire une moyenne sur la semaine, c'est vraiment le top. Tu vois, ça me permet vraiment, ouais. moi, de voir vraiment les ajustements en termes de poids de corps de la personne d'une semaine à l'autre et de voir des changements. Tu vois, avec des petits tableaux Excel et Google Sheet, tu peux vraiment ressortir des beaux résultats avec des beaux pourcentages. Et c'est beaucoup plus parlant que d'avoir une seule pesée par semaine où trois quarts du temps, il peut y avoir tellement de facteurs intervenant dessus, quoi, qui font que bah, la pesée, elle est pas du tout significative, quoi. Donc moi, je conseillerais plutôt, justement, en termes d'alimentation, d'avoir un surplus calorique, voilà, pas conséquent, parce que voilà, on en voit toujours des prises de masse dégueulasses où les mecs, ils mangent plus 1000-1500 cales d'un coup, tu vois, et ça finit en body fat à 20%, quoi, et minimum. Donc ça, malheureusement, ouais, non, je prendrais des pincettes, mais en tout cas, je pense qu'il faut savoir le faire sur le long terme. Et en étant surtout, je pense, le maître mot d'une prise de masse propre ou même d'une sèche, c'est la patience. C'est ne pas brûler les étapes et pas vouloir manger plus ou gâcher ou manger moins pour aller plus vite. En fait, c'est le genre de choses qui ne fonctionnent pas et qui malheureusement nécessitent que de la patience et du temps de pratique et d'adaptation. Ouais, bah écoute, bah super. Par contre, un petit point aussi que je voulais avoir, une petite précision, parce que je pense qu'il y en a pas mal, du coup ils arrivent pas trop à savoir. Quand tu dis pratiquant débutant intermédiaire, c'est comment est-ce qu'on peut savoir si on fait partie de cette gamme-là, on va dire? C'est au niveau des années de pratique? Alors, au niveau des années pratiques, exactement, alors bien sûr, ça part de pratiques régulières. J'entends par là débutant intermédiaire jusqu'à 2-3 ans. 2-3 ans de pratique de musculation, pour moi, c'est intermédiaire, un bon intermédiaire. Au-delà et 5 ans et plus, souvent on prend cette base-là. On peut considérer la personne comme avancée. Après, voilà, c'est assez difficile, c'est vrai, des fois à mesurer. Ça dépend des personnes, de Oui, l'engagement bah qu'il y oui. a, et tu peux justement en juger par le physique. Parce que quelqu'un qui s'entraîne 2 fois par semaine depuis, je sais pas, 5 ans, il peut potentiellement avoir un physique moins bien que quelqu'un qui s'entraîne, tu vois, très très bien 4 fois par semaine depuis un an, tu vois. Donc, c'est assez difficilement mesurable, mais ça dépend aussi après, c'est ajusté selon un certain contexte, je pense. Mais Ouais, pour donner en des fait, chiffres, je on peut dirais. dire les années, en fait, c'est vraiment un point de repère, mais sinon c'est vraiment quantité fois fréquence, on va dire. C'est-à-dire Ouais, que... exactement, ouais. Ouais, ouais, ok, nickel. Donc ouais, ouais, bah au niveau du... Bah moi, tu vois, personnellement aussi, je trouve que l'histoire du pourcentage en plus pour le surplus, c'est mieux qu'un chiffre donné. Tu vois, des fois, il y a des gens, ils disent, ouais, 250 calories en plus que le maintien. Ouais. Mais le problème, c'est que les métabolismes peuvent tellement varier, en fait, que le pourcentage reste pour moi le meilleur moyen aussi. Donc ça, c'est top. Et puis sinon, est-ce que, à propos de ça, parce que je sais que c'est le cas, même si ça reste quand même la minorité de personnes, est-ce que tu aurais même une seule astuce pour les personnes qui ont déjà du mal à maintenir leur poids, tu sais, les personnes qui ont très peu faim, Ouais. pour pouvoir justement réussir à faire une prise de masse? Tout à fait. Bah, en fait, tout ça, il y a plusieurs petites choses à mettre en place, je pense. Je prends de un, c'est tout simplement déjà garder une notion de plaisir. On connaît tous la fameuse diète flexible, qui, voilà, celle-là permet justement d'incorporer des aliments plaisir ou autres. Donc, je pense que déjà cibler justement ce qui font partie justement de ces aliments-là et ne pas les supprimer. Au-delà de ça, incorporer les calories liquides, tout simplement pour augmenter facilement et ingérer facilement ce type de calories, tout en préservant bien sûr un certain contexte.
parce que voilà, souvent les calories liquides, il y en a peu quand même qui sont de qualité et qui, je pense, nécessitent quand même déjà d'avoir assez de micronutriments et vitamines ou et oligo-éléments en général dans sa nourriture, tu vois, avant de vraiment consommer beaucoup de calories liquides. Après, tu as des calories liquides qui, selon moi, sont d'excellente qualité. Tu vois, je pense au lait. Le lait entier bio, cru et de préférence, bah, tu vois, enfin, ça, c'est des bombes nutritionnelles. Le jus d'orange, 100% pur jus, tout ça, enfin, ce genre de choses, je pense que ça s'incorpore très facilement. Après, bien sûr, c'est à mesurer et c'est ne pas mettre tout ça sur ce dos-là. Tu vois, quelqu'un qui va manger que des calories liquides sur une journée, c'est pas vivable. Enfin, clairement, Oui, oui, faut c'est aussi sûr. qu'il y ait des choses un petit peu solides. Et puis, je pense jouer sur la densité calorique de certains aliments qui peuvent être beaucoup plus impactants. Tu vois, je pense, admettons, pour regarder le côté plaisir, pour ceux qui aiment beaucoup le beurre de cacahuète, bah ok, d'un point de vue santé, c'est pas top. Voilà, on le sait maintenant avec les différentes graisses que cela peut composer et la simulation que ça peut en avoir. Mais pour autant, ça reste souvent un aliment plaisir qui est forte densité calorique et que si tu l'aimes, bah, incorpore-le et fais-toi plaisir. Et je pense que te permettra d'augmenter facilement, tu vois, ton total calorique sur la journée et tout simplement de l'atteindre en fin de journée sans trop de problèmes et sans en étant ballonné complètement, en ayant bouffé 400 grammes de légumes parce que c'est obligatoire, quoi. Ouais, Tu vois? c'est sûr. Ouais, bah, carrément. Et puis sinon, aussi, petite annotation pour le beurre de cacahuète. euh, Il faut aussi, c'est vrai, en plus, t'en as parlé, la notion de plaisir. Si on aime bien le beurre de cacahuète, même si on dit, voilà, c'est pas si bon que ça, Mm, il faut quand même garder l'idée que, encore une fois, c'est l'équilibre. Et puis, toujours se dire aussi que les acides gras, justement, qui sont potentiellement mauvais dans le beurre de cacahuète, ne le sont pas vraiment si on a de bons taux de vitamine E. Donc encore une fois, ça montre bien que les micronutriments restent très importants, d'en avoir suffisamment. mm. Donc effectivement, choisir les bons aliments. Et puis aussi, moi, je rajouterais aussi, parce que des fois, il y en a, ils font cette erreur-là. C'est-à-dire que en fait, on se dit souvent, voilà, pour avoir assez de micronutriments, faut manger la blinde de légumes. Ouais. Et en fait, quand tu fais une prise de masse, justement, il faut miser quand même pas mal sur les féculents, plus que pas mal même. Donc Mm, ça c'est aide beaucoup clair. aussi pour les calories. Donc ça à ne pas négliger aussi. Ouais, tout à fait. Mais si je peux me permettre en plus de rajouter par rapport à ça, au niveau des féculents, c'est enfin, de mettre bien l'accent sur l'importance des glucides au niveau du soutien du métabolisme et même de leur thyroïde en général. Voilà, il n'est pas rare de voir des personnes, du moins sur des prises de masse avec des auto-métaboliques, comme là a été le contexte, voilà, manger, ouais, je sais pas, 500 grammes de glucides, voire plus sur une journée. Donc ça, il faut savoir que voilà, elles peuvent être de toutes sortes, passant par du féculent, du fruit, de la calorie liquide. Enfin, c'est Ouais, important justement de la varier justement pour avoir tous les micronutriments nécessaires, quoi. carrément, carrément. Et du coup maintenant, on va passer de l'autre côté, c'est-à-dire quelles seraient tes astuces pour pouvoir faire une sèche correctement? Alors, moi déjà, je pense qu'une bonne sèche, ça dépend de chacun bien sûr. On n'en a pas parlé, mais je pense que compter ses calories, c'est quand même plutôt pas mal. Alors après, bien sûr, ça ne correspond pas à tout le monde, ça ne va pas à tout le monde et tout le monde n'a pas envie de le faire. Après, je pense que c'est pour moi, et voilà, qu'on le veuille ou non, ça reste la meilleure, pour moi, le meilleur des moyens pour vraiment être sûr d'atteindre ses objectifs, du moins de manière quasiment sûre, tu vois, entre guillemets, bien sûr, parce que voilà, il y aurait toujours des interférences, des facteurs à prendre en compte sur ça. Mais je pense que c'est un très bon moyen. Ensuite, après, au-delà du fait est que, mettons, prenons deux parties différentes, mais tu ne comptes pas tes calories. Il y a plusieurs choses qui, je pense, qu'il faut mettre en place pour justement maximiser cette sèche et en même temps éviter d'avoir la sensation de faim parce que voilà, elle devient, enfin, du moins, elle arrive assez rapidement. Moi, ça va, j'ai eu la chance de le savoir justement comment bien gérer ma sèche, d'avoir les connaissances et de me dire, ok, bah voilà, là, je vais avancer comme ça, mais je sais ce qu'il faut que je fasse pour éviter ça. Ouais. Donc, c'est bien, tu vois. Mais admettons, je jouerais beaucoup. Moi, numéro un, je dirais le volume alimentaire. Pour beaucoup, ils ne savent pas ce que c'est. Volume alimentaire, densité calorique, ça va se rejoindre un petit peu. Mais c'est justement de prendre conscience de ça, d'où l'intérêt de compter ses calories. C'est de se dire que quand tu dis à des personnes, ouais, tu dois manger 300 grammes de légumes pour te sentir bien, il y en a qui croient encore qu'ils vont grossir avec 300 grammes de légumes, quoi. Donc, en fait, pour eux, ils associent trop à plus tu en manges, plus tu vas grossir. Hmm. Et malheureusement, c'est là où justement la valeur calorique de certains aliments est très importante à savoir et à comprendre parce que pour beaucoup, bah, voilà, ils sont dans le déni, ils sont bah ouais, mais non, sinon plus tu vas manger, plus tu vas grossir. Alors que voilà, pas du tout.
Premièrement, je dirais ça. Ensuite, je dirais, bah voilà, l'allié qui devait être de prise de masse, ça va être limiter les calories liquides, hein. Voilà, forcément, tout ce qu'on va pouvoir ingérer, qui est de la calorie, type du soda ou ce genre de choses, ça va être un petit peu compliqué, quoi. Voilà, ça va être des calories qui vont tout de suite prendre 250, 300 calories sur ta journée. Quand tu es à 2000, enfin, quand tu es à 1600, 1700, 1800, 2000 calories sur une journée, bah, tes Ouais, 300 c'est calories, tu sûr. aimerais bien les avoir autre part, quoi. Tu vois, Et il tu y a aussi prends les sauces 300 d'ailleurs. calories. Les sauces aussi. On Ouais, n'y pense voilà. pas, T'as mais les sauces, t'as les cuissons, les huiles de cuisson, tout ça. ouais, Enfin, ça monte horriblement vite, hein. Il faut savoir que les lipides, c'est la valeur calorique la plus importante. Donc voilà, une lipide fait 9 cales. Donc, tout de suite, voilà, tu te dis, putain, je mets 10 grammes, j'ai 90 cales qui partent. Je mets 20 grammes, j'ai 190, enfin 180, tu vois. Enfin, ça monte extrêmement vite et dans ton assiette, ça vaut que dalle et ça te rassasie pas du tout. Donc, c'est c'est ça. des Si choses tu qu'il fais les faut prendre mauvaises en compte. ajustations, ouais. Ouais, et puis il y a un truc que j'utilise beaucoup maintenant, c'est l'indice de satiété de certains aliments, parce que voilà, je trouve que c'est important de pouvoir le mettre en place. Et pour la plupart du temps, bah, il y a le fameux petit tableau, hein, des tableaux des indices de satiété de certains aliments. La pomme de terre, tu vois, typiquement, voilà, tu manges 500 grammes de pommes de terre, ça te fait même pas 300 cales. Enfin voilà, tu vois, t'es rassasié de ouf si t'as réussi à finir et t'as pas faim, tu vois, alors que pourtant, t'as mangé une quantité astronomique. Et au final, ça te met carrément bien. Et d'un point de vue micronutritionnel, la pomme de terre, c'est top, quoi. Et puis tu peux avoir toutes ses formes. Donc, tu as un plaisir quand même qui permet de se varier. Après, là, en tête, tu vois, c'est ceux qui me venaient déjà directement. Mais je pense que déjà, en jouant pas mal là-dessus, sur aussi la viscosité, tu vois, de tes aliments. Tu vois, quelqu'un qui mange un riz sec tout blanc ou un riz un peu plus visqueux, qui sera d'ailleurs selon moi meilleur. Après, ça dépend des goûts et des couleurs, encore une fois. Mais voilà, ça c'est jouer sur ces petites choses-là qui, mine de rien, sont pour moi trop délaissées et on cherche trop à faire du compliqué. Comme on peut le voir maintenant, les gens mettent trop de côté les bases et les vraies fondations pour du surplus, bah, du complément alimentaire ou ce genre de choses. Tu vois, encore du boule graisse et compagnie, je comprends même pas pourquoi on en parle encore. Tu vois, Ouais. enfin bref, c'est dommage, quoi. Mais ouais, t'as bien fait de parler de l'histoire des formes, mais aussi viscosité. Bon, viscosité, j'en parle vraiment pas mal. Mais oui, et par exemple pour la pomme de terre, tu vois, comme tu dis, il y a plein de formes différentes et il faut toujours aussi prendre en compte que certaines formes sont plus intéressantes que d'autres. Mhm. En restant sur l'exemple de la pomme de terre, des pommes de terre sautées vont être bien plus intéressantes que de la purée par exemple, ou du moins ça dépend comment on fait sa purée, parce que la purée, elle peut vite devenir liquide au lieu d'être visqueuse, tu vois, donc c'est tout ou rien. C'est ça, exactement. Mais oui, faut jouer un petit peu là-dessus, tout en restant dans le côté plaisir, et après, y a aucun souci. De toute façon, quand on fait une sèche, si le plaisir de l'alimentation n'est pas là, souvent ça dure pas très longtemps. Donc, Non, et puis ouais, donc pour quand c'est très mal géré et que je pense que si la personne n'est pas suivie ou désinformée, pour beaucoup, je pense que ça se finit en, bah, tu vois, en le fameux régime, j'aime pas ce mot, tu vois, ouais, moi aussi. ça finit en yo-yo et compagnie, et puis en TCA, hyperphagie, enfin bref, toutes ces choses-là qui sont très mal gérées et qui au final les personnes se retrouvent bloquées dans ça, et pour eux c'est un cercle vicieux, quoi, tu vois, tu dis je repars et je recommence et je repars et je recommence, et au final, bah, tu t'avances pas, quoi, C'est c'est ça. trop. Donc du coup, idée pour résumer au niveau de la sèche, idée principale c'est volume alimentaire, plaisir, également indice de satiété. Et puis voilà, après différents petits détails, par exemple la texture, jouer là-dessus. Également aussi la durée du repas. Ça, voilà, Ouais. les gens qui mangent 2 minutes, souvent ça passe pas trop lors d'une sèche. Faut prendre le temps et prendre le temps de mastiquer. Bon, ça, j'en parle tout le temps, donc les gens, je pense, à un moment le savent. Mais voilà, mettre en pratique ça, c'est très important. Et puis après, tout devrait bien se passer. Si évidemment la sèche est bien structurée. Donc voilà, nickel. Bien sûr. Donc du coup, je voulais revenir aussi sur un petit point, parce que comme tu l'as dit, ça correspond pas à tout le monde. Mais est-ce que tu penses que il est possible quand même d'avoir des résultats très intéressants pour une personne qui ne peut pas ou qui ne veut pas compter ses calories? Bien sûr. Bien sûr, je pense que tout est faisable. Après, je pense que ça nécessite quand même, qu'on le veuille ou non, les gens veulent tout sans rien donner. En fait, Ouais. je le vois beaucoup sur certains de mes coachings, des personnes qui me disent, ouais, mais jeune, ça fonctionne pas. Mais je lui dis, bah ouais, mais ok, est-ce que tu as fait ça? Non. Est-ce que tu as fait ça? Non. Est-ce que tu as essayé de mettre en place telle habitude? Non. Bah ouais, mais voilà, tu vois. C'est là où, entre guillemets, nous, on peut donner les clés. Mais après, il faut savoir les utiliser et les à bon escient, surtout. J'entends par là, tu vois, quelqu'un qui veut pas du tout compter ses cales.
moi, je leur dis, OK, bah, pas de problème. Donc, tu vois, on va rejouer sur les termes, justement, qu'on a pu voir là dernièrement. Mais par contre, je vais, par exemple, beaucoup accentuer sur le volume alimentaire à chaque repas, sur la présence de protéines, pour simplement maximiser, justement, cet effet de satiété. Tu vois, ça fait un point en plus qu'on aurait pu mettre. Et jouer beaucoup sur son NEAT. Tu vois, pour beaucoup de personnes, souvent, dans ces cas-là, elles ont tendance à être un petit peu sédentaires. Quand tu leur dis d'aller marcher ou de bouger un petit peu plus, tu vois, faut remettre les rames, quoi. Donc, c'est la plupart du temps Ouais, je des connais objectifs ça, de hein. pas, hein. Ouais. Voilà, tu vois le délire. Donc, ça, tout de suite, tu vois, elles ont du mal à s'imposer une certaine rigueur, certains objectifs. Donc, ça, encore une fois, tu vois, ça revient au contexte, encore une fois, voilà, parce que je pense que le contexte pour chaque personne, très important. Et quand je vois beaucoup de personnes dire, voilà, c'est le nouveau programme minceur, c'est tout le monde pour 1000 personnes, et puis bon courage, démerdez-vous, moi je fais mon oseille, tu vois. Enfin, ça, tu vois, je trouve ça tellement dommage parce que normalement, pour moi, c'est quasiment impossible d'avoir le même programme systématique pour différentes, Ouais, bah enfin, tu sais, oui. pour les mêmes personnes, quoi. Normalement, tu es vraiment obligé, en tant que coach, enfin, du moins pour moi, si tu fais bien ton travail, d'individualiser, quoi. Parce que sinon, bah, c'est trop simple. Tu vois, les conseils peuvent être les mêmes. Pour autant, la personne ne va pas du tout avoir la même hygiène de vie, le même environnement professionnel, même personnel. Enfin, tu vois, c'est des choses qui sont tellement aléatoires et variables d'une personne à l'autre que tu es obligé de t'adapter selon bah, la personne en question, quoi. C'est ça. Et puis d'ailleurs, pour revenir sur le NEAT, bon, je connais aussi ce problème, t'inquiète pas, avec certaines personnes que je suis pour les mettre à la marche ou même à la marche, tu vois. C'est-à-dire que, bon, surtout en hiver, hein, surtout en hiver, Ouais, c'est bah un là, peu ouais, j'avoue, c'est. compliqué. Mais pour revenir sur le NEAT, en fait, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que, en fait, c'est un peu paradoxal, mais donc ici, je parle pas vraiment de sport. Donc, quand on entend le NEAT, c'est pas le sport, hein, donc c'est Non-Exercise Activity Thermogenesis. En gros, c'est tous les mouvements qu'on fait dans la journée en dehors vraiment de ce qu'on considère comme du sport. Donc, c'est la marche, même monter les escaliers, toutes ces choses-là. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que avoir un NEAT élevé, ça nous permet en fait d'avoir moins faim que si on n'avait pas du tout de NEAT quasiment. Et ça, c'est quelque chose qu'on souvent on n'arrive pas trop à comprendre. Mais en fait, le fait d'avoir un NEAT élevé, généralement, euh, ça via différents moyens, hein. Par exemple, tu vois, quand on fait une marche, etc., on se sent bien, tu vois. Par exemple. Tout à fait. Et en fait ça, ça nous permet via différents mécanismes de nous éviter de tomber en fait dans des sortes de fins émotionnelles, par exemple. Et donc forcément, ça évite en fait en quelque sorte une fin, même si c'est pas une fin biologique, ça reste une fin quand même bah, émotionnelle, par exemple. Et du coup, c'est pour ça que le NEAT, pour moi, c'est hyper important. Et puis aussi dans l'aspect santé, hein, il n'y a pas que l'aspect voilà, perte de poids ou aider C'est ça, ça. etc. L'aspect santé, ça reste quand même très important. Donc voilà. Et puis aussi, pendant qu'on y est, il faut quand même se dire que, honnêtement, parce qu'il y a pas mal de personnes, je trouve, qui se posent la question et qui font souvent la confusion, c'est que à choisir, il est bien plus intéressant d'avoir un NEAT élevé tous les jours et de ne pas faire réellement de sport que de faire l'inverse, tu vois. Ça. Exactement. Bah, j'ai typiquement justement un de mes coachings qui est comme ça. La personne fait pas d'entraînement, mais elle a un NIT hyper élevé. Et bah, enfin, ça roule comme sur des Ouais, roulettes, hein. Voilà, carrément, hein. alors que j'ai des personnes qui pensent en fait, il est important de dissocier le sport, la pratique, activité physique, à proprement dit, de quelqu'un d'actif. Parce que pour beaucoup, ils se disent, OK, je fais ma séance de muscu, c'est bon, je suis quelqu'un d'actif, de sportif. Non, pas du tout. Voilà, quelqu'un qui peut faire sa séance de muscu, il fait son entraînement, ça dure 1 heure, il revient à la maison, canapé, Netflix, gâteau, tu vois. Enfin, voilà, moi pour moi c'est pas quelqu'un d'actif, tu vois. Oui, C'est bah là où les oui. personnes se disent, ben si, je suis sportif, je m'entraîne tous les jours. Ah oui, ok, c'est sûr que de mieux faire, de rien faire. Mais tu vois, par exemple, bah tu lui enlèves sa séance de muscu, bah c'est un sédentaire et il fait rien, quoi. Donc C'est ça. voilà, c'est là où c'est important à prendre en compte et justement de mettre un accent sur le NIT, comme quoi c'est vraiment bah, l'activité en elle-même qui, même sur certains objectifs, admettons pour rebondir un petit peu sur la prise de masse, te permet de manger plus. Pour ceux qui adorent manger et qui manger des quantités extrêmes, ça les dérange pas, bah c'est un réel plaisir, tu vois, tu manges ce que tu veux comme tu veux, quoi. Donc c'est ça rejoint un peu ça et la notion de plaisir est encore plus présente.
Donc, je pense que c'est aussi important à faire comprendre. C'est ça. Et puis surtout aussi prendre conscience que le NEET, c'est une histoire d'adaptation en fonction de son style de vie, d'ajuster et surtout d'avoir le bon équilibre. C'est-à-dire que, voilà, si on est quelqu'un qui travaille au bureau de 8h à 18h, Mhm. il faut quand même rester réaliste et ne pas se dire qu'on doit avoir un NEET excessivement haut. Parce que le problème, c'est que si on se dit ça et que même si on veut le faire, on peut vite tomber dans l'excès de devenir hyper actif et tu sais, derrière de se mettre en fait trop de contraintes et du coup que ça soit plus malsain pour la santé dans notre tête que pour la santé physique, tu vois. Bien sûr. Et toujours se dire que même si on sait au fond de nous qu'on n'a pas un nid très élevé, toujours se dire que voilà, si on fait sa petite séance de sport tous les jours après le travail, au bureau, etc. Il faut toujours rester fier de soi et se dire qu'on fait mieux enfin que c'est mieux que rien en fait, et que ça sera toujours bénéfique. Donc voilà, toujours garder ça en tête aussi, ça c'est important. Vu que malheureusement, avec la nutrition et le sport, c'est pas mal le cas, on vit un peu dans un monde où on cherche tout le temps la perfection. Et le problème, c'est que c'est pas souvent très bénéfique. Donc toujours garder ces petites idées en tête. Exactement. Et du coup, là, voilà, la petite dernière question que je voulais te poser, c'est une question bah, quand même très importante pour ce sujet-là, c'est comment mesurer ses progrès? Qu'est-ce que tu utilises comme outil? Je sais que bon, la balance va sûrement venir, mais est-ce que tu utilises d'autres outils pour pouvoir vraiment mesurer les progrès de façon intéressante, quoi? Ouais, bien sûr. En fait, au-delà de ça, et bah, donc il y a la balance forcément, donc qui permet d'avoir le poids ou autre. Ça, après, encore une fois, voilà, on sait qu'il y a différents facteurs qui influencent dessus, mais sur le long terme, elle peut être bénéfique d'un point de vue psychologique, surtout de voir un poids descendre ou augmenter, mais de manière suivie, correcte. C'est assez agréable. Sinon, ça va être vraiment essentiellement les photos. Souvent, moi, j'ai tendance à les faire mensuelles. Voilà, je demande tout simplement même lumière, même endroit à jeun le matin, pas de congestion, pas ce genre de choses, parce que voilà, hein, on connaît tous les fameuses Mhm. photos d'influenceurs Ouais, congestionnés comme never. Tu les vois en vrai, tu te dis, bah, il y a un problème. c'est ça. Tu vois, enfin, non, mais vraiment, c'est pour beaucoup, hein, et puis, enfin, sans prendre en compte le fait que certaines photos soient retouchées de ouf. Donc voilà, ça on peut mettre de côté, mais c'est important à prendre en compte quand même parce que pour certains, ils se font des objectifs physiques qui ne sont pas réalisables bah, naturellement, tout simplement. Et au-delà de ça, les mensurations, je pense qu'elles sont très très bien. Moi, pareil, encore une fois, je les prends de manière mensuelle. Alors globalement, d'idée générale, je la mets de manière mensuelle. Sinon, en fonction justement du profil de la personne, parce que quelqu'un, ça m'est arrivé une ou deux fois, une recomposition corporelle tout simplement. Où la personne n'a jamais vraiment fait trop de sport de sa vie, mais se retrouve à, voilà, à se créer des habitudes et une hygiène de vie bah, nickel, qui lui correspond et qui au final va tout seul, bah, se retrouve à prendre de la masse musculaire. Tu te dis, putain, je monte sur la balance, bah, finalement ça ne correspond pas. Tu vois le poids augmenter et finalement elle comprend pas et elle se pose des questions. On compare les photos, on compare les mensurations, le tour de taille a baissé, voilà, au niveau des fessiers, on a pris, au niveau masse musculaire, au niveau des biceps, on a pris, enfin, tout a évolué dans le bon sens, dans le bon terme, et justement, il est important à prendre en compte. Donc là, c'est vrai que dans ces cas-là, souvent, je peux placer une prise de mensuration, bah, tu vois, en plein milieu, tu vois, au milieu du mois, une semaine après ou autre, c'est pour faire comprendre que bah, c'est normal, il n'y a pas de souci, au contraire, tu as pris de la masse musculaire et que c'est bénéfique. Le fameux côté tonifié, galbé que cherchaient beaucoup de femmes, bah, on le retrouve beaucoup sur des recompositions corporelles et via les mensurations notamment. Après, en général, aussi, j'aime bien mesurer l'évolution psychologique, de Ouais. voir le leitmotiv et autres. Lorsque moi, j'envoie un petit questionnaire, tu vois, lorsque je commence en fait tout simplement un suivi avec quelqu'un qui comprenne tout simplement d'où il part, quels sont ses objectifs, quelles sont ses envies par rapport à ça, et qui au bout de certains temps, bah tu vois, souvent ça demande un certain temps quand même, parce que voilà, au bout d'un mois, tu peux pas dire c'est bon, j'ai la vie rêvée, mon corps de rêve, c'est compliqué, mais voilà, c'est plutôt au niveau de 3, 6 mois, ce genre de choses. J'hésite pas des fois, tu vois, à le ressortir et de dire, bah tu vois, on est parti quand même de ça. Aujourd'hui, on en est là et bravo à toi, tu vois, c'est important de savourer les victoires qu'on obtient grâce à, justement aux habitudes et à l'hygiène de vie qu'on vient s'imposer, entre guillemets, et qui au final devient une routine bénéfique à long terme et qui est bah, tout simplement hyper bien pour chaque objectif et hyper satisfaisante. Tu vois. Je pense que c'est notre rôle aussi en tant que coach en général. C'est ça. Et du coup, ouais, en fait, ce qu'il faut retenir, cette idée-là, donc on a le même fonctionnement, c'est qu'en fait, la balance, c'est vraiment, on va dire, pour mesurer les progrès de manière très générale.
Mm. Et du coup, en fait, pour appuyer ça, il faut utiliser soit les mensurations, soit les photos, ou soit les deux, pour pouvoir en fait avoir vraiment les résultats, on va dire précis, tu vois, les progrès précis. Donc moi, tu vois, par exemple, le poids et les mensurations, je les utilise tout le temps. Et les photos, je les utilise généralement. Voilà, souvent oui, je les utilise parce que c'est un vrai plus, tu vois, et ça permet de visuellement voir les résultats. Mm. Et sinon, au niveau des questionnaires, je fais exactement pareil, parce que moi, je suis beaucoup axé psychologie, comme tu le sais peut-être quand même. Et, euh, et en fait, ouais, je demande tout le temps un petit peu comment ça se passe dans la tête, etc. Et aussi des questionnaires tout bêtes, un petit peu mensuels, où je demande en fait que la personne mette en moyenne le nombre d'heures qu'elle dort par nuit, tu vois, de tête à environ. Et puis également un petit peu comment elle se sent généralement après les repas, tu vois, les problèmes de digestion, toutes ces choses-là. Parce que certes, on peut avoir des résultats au niveau du poids, avoir perdu du poids ou quoi, mais des fois, en fait, la santé, elle suit pas du tout réellement à côté, tu vois. Des fois, on dort moins Mm. bien, des fois, on a plus Carrément. de problèmes de digestion, tu vois. Et ça, en fait, c'est des points, je trouve, qu'on a tendance à négliger. Donc c'est très intéressant Tout aussi à fait. de les prendre en compte. Donc, Mais je fais exactement comme toi, excuse-moi. ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Mais oui, effectivement, moi, le sommeil, je le mesure effectivement sur toute la semaine. Pareil, je fais des moyennes. En général, voilà, je conseille à la personne, si elle peut se permettre aussi, tu vois, fameuses montres connectées. Maintenant, on a les bagues O-Ring ou quelque chose comme ça, je sais plus là, qui justement Ouais. mesure le sommeil sur la nuit. Enfin, ça, je le fais effectivement sous forme de moyenne exactement par semaine également, parce que très important, hein, tu vois, voilà, une perte de poids de fou peut des fois intervenir. On connaît le fait est que le manque de sommeil augmente un petit peu la faim, enfin voilà, le manque d'énergie, ce genre de choses, les crises d'hyperphagie ou autres qui surviennent justement par le manque de faim, et voilà. Enfin, tu vois, c'est des choses qui surviennent, donc c'est quand même important à prendre en compte. Après, on connaît tous voilà, les bienfaits d'un sommeil de qualité. Et comme je dis, je reproche jamais à quelqu'un d'avoir dormi 10-11 heures, hein. Au contraire, vas-y, si tu as envie de dormir 11 heures par nuit, bah dors 11 heures par nuit. Voilà, je préfère ça avec la personne se sente bien derrière et qui a une santé surtout optimale, plutôt que rester dans l'objectif, mais vraiment avoir une santé qui dépérit petit à petit. C'est pas le but recherché, quoi. C'est ça. Et puis du coup, pour les personnes qui ont peur d'entendre Johan dire 10-11 heures par nuit, qui sont en mode oh là là, j'ai pas le temps avec le boulot ou je ne sais quoi, ce qui est totalement compréhensible, il faut toujours aussi garder en tête que généralement, en fait, tu vois, et ça c'est très bien qu'on en parle, généralement on a tendance à dire voilà, un bon sommeil, faut dormir environ 7-8 heures, voire 8 heures tout le C'est temps ça, par ouais. nuit, tu vois. C'est très bien d'avoir cette idée-là, mais il faut toujours se dire aussi, en fonction, encore une fois, de son style de vie, c'est toujours pareil un petit peu, c'est que si même les 8 heures par nuit, c'est difficile, que ce soit au niveau de l'emploi du temps ou même au niveau de soi, en fait, qu'on a tendance à jamais réussir à dormir 8 heures, il faut toujours aussi prendre en compte les différents facteurs qui impactent la qualité du sommeil, parce que dormir... Il y a des gens en fait ils dorment 10 heures par nuit, tu vois, mais en fait ils sont à moitié crevés parce que leur qualité de sommeil elle est pourrie. Ouais, Et il y c'est a des ça. gens, ils dorment 6-7 heures, en fait, ils sont en pleine forme parce que leur qualité de sommeil est, je dirais pas parfaite, Top, mais quoi. très très bien, tu vois. Voilà. Tu vois, moi pour prendre mon exemple, depuis petit, je suis quelqu'un qui dort très peu. Enfin, très peu. Bon, peut-être pas quand même, mais qui dort peu. C'est-à-dire que je dors. Bon, des fois, ça m'arrive de dormir 8 heures, mais souvent, je dors 7 heures, tu vois. Généralement. Mm, Mais déjà, d'atteindre les 8 heures, c'est. Enfin, entre guillemets, ça arrive pas tout le temps, pas souvent, parce que je me réveille automatiquement le matin, etc., alors que j'ai dormi 7 heures. Et en fait, pour les gens qui sont comme ça, un petit peu, qui dorment pas beaucoup, il faut pas se casser la tête à se dire, voilà, faut que je dorme 1 heure de plus ou je ne sais quoi. Il faut surtout se poser en fait la question du. Est-ce que je me rends compte si je suis vite fatigué dans la journée? Et si c'est le cas, essayer un petit peu d'examiner son environnement pour essayer de voir s'il n'y a pas certaines habitudes ou certaines choses qui font que ça dégrade la qualité de notre sommeil, quoi. Bien sûr, bah, tout à fait. Et tu vois, pour rebondir là-dessus, mon cas personnel également, moi pendant, allez, je dirais, ouais, pour moi, tu vois, j'ai 23 ans, je dirais pendant moi facilement 20 ans, j'ai toujours eu un sommeil, genre pendant des heures. Je dormais 10-11 heures, des fois 12 heures. Ouais. Mais même mes parents, des fois, ils avaient peur, tu vois. Ils se disaient, ouais, c'est bizarre, 12 heures de sommeil, t'es pas humain, toi. Et pourtant, en fait, je me réveillais pas.
mais je me retrouvais fatigué, tu vois, vraiment. Et là, bah, tu vois, forcément, en m'informant, en ayant bah, notre métier, hein, voilà, de coach, nutrition, aussi bien entraînement ou autre, comprendre tout ça et d'un point de vue métabolique et tout ce qui s'ensuit derrière, euh, j'ai complètement changé, tu vois, par rapport à ça. Et je me suis retrouvé un peu comme toi maintenant aujourd'hui. En général, je dors 7-8 heures, mais c'est 7-8 heures qui me sont hyper bénéfiques. Je dors 7-8 heures de sommeil, j'ai un sommeil hyper profond, je me réveille quasiment pas la nuit. Enfin, tu vois, et par contre, c'est optimisé, je sais ce qu'il faut que je mette en place, tu vois, le fameux pré-dodo, des compléments alimentaires qui peuvent aider à ça, tu vois, type, voilà, un peu de magnésium, de la glycine, enfin, tu vois, ce type de choses qui, bah, tout de suite, en fait, font la différence et rendent la qualité de sommeil, bah, meilleure, moins longue, et au final, optimise tes journées professionnelles, parce que, mine de rien, il nous faut quand même pas mal de taf. C'est ça, carrément. Ouais, ouais, non, mais il y a plein de choses à mettre en place, que ce soit les compléments pour les gens vraiment qui s'intéressent à ça, ou même de simples habitudes, c'est-à-dire un petit peu se relaxer, oublier tous les problèmes qu'on a dans notre vie, travail ou quoi, le soir, voilà, faire une activité qui nous permet un peu lâcher prise. Et aussi éviter aussi de tomber, pareil, encore une fois, je le répète, mais ça c'est un truc qui me tient à cœur comme tout le temps en parler, de tomber dans l'excès de vouloir perfectionner le sommeil. Parce que Ouais. ça derrière, en fait, ça va plutôt amener vers des crises d'insomnie, en fait. C'est-à-dire que tellement on est... Enfin, je sais qu'il y a des gens, et ça a été mon cas à une passe, hein, il n'y a pas très longtemps même, en fait, tellement je voulais optimiser mon sommeil, en fait, j'en venais au point où par exemple, si il était soi-disant tard, etc., je me disais merde, il est déjà cette heure-là, etc. Et en fait, j'essayais de m'endormir, mais du coup, tellement en fait, je voulais perfectionner entre guillemets ma routine du soir, mon sommeil et tout, ça créait un certain stress et en fait, j'arrivais pas à m'endormir, tu vois. Donc Ouais, il faut exactement. aussi éviter de tomber dans ce côté-là. Mais oui, le sommeil, ça c'est vraiment très important et à ne pas négliger. Et d'ailleurs, en lien avec l'épisode, pour moi, tu connais la fameuse les fameux pourcentages ou les piliers qui disent voilà, sommeil plus entraînement plus Ouais, alimentation, tu vois. je vois, ouais, je Et vois. bah moi en fait, mon avis là-dessus, c'est qu'en fait, pour moi c'est une pyramide, et c'est-à-dire en fait que la base de cette pyramide c'est le sommeil, et c'est le sommeil qui soutient à la fois l'entraînement et la nutrition, tu vois. Pour moi, Ouais, pour carrément. moi en fait le sommeil il est encore plus important que l'alimentation et l'entraînement, clairement. Enfin après c'est mon Mm, avis, tu mm. vois. Mais ouais, non, mais je te rejoins carrément parce que je pense que du moins, par rapport à ça, je pense qu'on le néglige beaucoup trop. Tu vois, beaucoup trop sont à dire il faut que je mange bien, que je m'entraîne bien, et ils dorment 4 heures par nuit, Ouais, tu vois. ouais, carrément. Ils sont là en train de chercher quels compléments ils peuvent prendre pour optimiser leur prise de masse ou leur sèche, ou qu'est-ce qu'ils peuvent manger comme aliment pour être mieux, alors que tout simplement ils dormiraient mieux et ça se réglerait beaucoup mieux, tu vois. C'est là où, encore une fois, en fait, on se retrouve sur bah, la société actuelle qu'on a, c'est de se dire on joue beaucoup de choses sur des choses infinies qui seraient en haut de la pyramide, alors que les fondations, les bases ne sont même pas là, en fait. Donc C'est c'est ça. là où c'est important à prendre du recul. Et pour beaucoup, ça, ils s'en rendent pas compte. Ils se disent pas, ah ouais, en fait, quand je dors 4 heures par nuit, le lendemain, quand je fais un entraînement de merde, que je suis fatigué, que je me sens pas bien, que j'ai faim, bah voilà, elle est là la base en fait. Elle est pas dans, ah merde, il faut que je prenne un complément alimentaire pour me sentir mieux, que je me booste au café, que je prenne un pré-workout. Enfin, tu vois, on va penser à toutes ces choses-là, mais pas au fait de simplement se dire, ok, ce soir, je m'endors un peu plus tôt et je vais avoir 8 heures de sommeil. Au final, le lendemain, bah, tout ce qu'il y avait la veille qui était néfaste, il l'est plus. Tu vois, enfin, là, c'est bien sûr surjoué. Voilà, c'est pas forcément comme ça que ça se passe, mais la plupart du temps, les bases sont tout simplement à appliquer sur le long terme et on voit tout de suite la différence, quoi. Il n'y a pas besoin de surjouer sur certaines choses, quoi. Carrément, carrément. Bah écoute, bah, je pense qu'on a fait le tour là. On a fait le tour. Je pense aussi. C'était super cool en tout cas. Merci beaucoup Mm. Bah, d'être merci à venu. toi, hein. Grand plaisir. Pas de souci. N'hésitez pas, du coup, je vais mettre le lien de ton Insta dans la description de l'épisode, donc n'hésitez pas à aller suivre, Merci à toi. Johan. Et puis voilà, bah, j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Beaucoup d'informations, donc comme d'habitude, prenez, écoutez l'épisode, prenez en note, etc. s'il faut, et appliquez surtout, parce que ça c'est le plus important. Du coup, bah écoute, bah encore une fois, je te remercie Johan, on se dit du coup à la prochaine, allez salut tout le monde.